Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et qui dit mercredi dit la réponse aux commentaires. Et vous allez voir dans cette vidéo pourquoi ce type de vidéo justement est important, parce que j'ai fait une erreur. Et non, l'erreur ce n'est pas d'avoir fait une intro comme j'ai fait. Et tu vois, le mec il dit oui, j'ai fait une erreur, c'est ça, ça a été complètement de la merde et je vous promets plus jamais je le ferai. Non, vous m'avez fait hyper plaisir parce que tous les retours que j'ai eu dessus, c'est génial. Et pourtant, je vous promets que quand je l'ai fait, hein, c'est un truc, je dormais, puis je pensais à un truc, puis d'un seul coup, j'ai les mots qui ont commencé à se mettre en place dans ma tête, et je me suis réveillé à 1h du matin, et j'ai écrit le texte, enfin, je l'ai écrit une première fois, puis après, je l'ai beaucoup retravaillé, et d'ailleurs, la version finale est totalement différente de la version du début. Et ce qui s'est passé, hein, pour la petite histoire, le lundi matin, j'ai contacté Flippies, j'ai contacté aussi Vidia, et je leur ai dit, j'ai fait, parce que Vidia aussi a une très belle plume, et j'ai dit, plus je lisais mon poème, et plus je me disais, mais c'est de la merde, je peux pas me permettre de faire ça. Et après je me suis dit, mais j'ai passé tellement de temps dessus qu'il faut quand même que ça serve à quelque chose. Donc je leur ai dit, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils m'ont dit, non, franchement c'est classe, donc hésite pas. Vas-y, de toute façon, et même si c'est de la merde, à la rigueur, on te dirait que c'est de la merde et c'est tout. Et votre retour a été absolument génial. Et encore une fois, je vous remercie. Et pour toujours la petite histoire, c'est quelque chose que je faisais souvent quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée. Je lisais énormément et j'adorais jouer avec les mots. Alors forcément, là, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas fait ça, donc c'est encore assez... il y a beaucoup de maladresse, mais c'est peut-être quelque chose que je vais refaire. Parce que j'aime bien. Et en vérité, un jour, si One Piece me refait quelque chose, eh bien, j'aimerais en parler de cette façon. Donc voilà, donc encore une fois, un gros merci de votre soutien. Et comme certains ont dit, des fois sortir de sa zone de confort est très difficile, donc est très risqué, mais je vois que ça a énormément plu. Alors oui, j'ai dit que je m'étais trompé. Alors j'ai fait une erreur. Oui, c'était quoi l'erreur? C'est tout simplement que je me suis concentré dans ma critique analyse seulement que sur la partie chapeau, les 2 dernières pages, et j'ai totalement occulté ce qu'il y avait avant. Donc ça va permettre justement dans ce type de vidéo d'en reparler. J'ai fait aussi une erreur par rapport à la montée des escaliers qui en vérité est une descente, mais je suis pas seul à avoir fait cette erreur. Tonton Benz, j'ai regardé ta vidéo, toi aussi tu dis que Lady Gaga elle a monté les escaliers. Et l'autre chose aussi que je vais devoir faire dans cette vidéo et que je ne voulais pas faire, mais que je vais prendre le risque de faire quand même, c'est de parler des dernières théories qui ont été mises en place. Bien sûr, celle du Mont Corvo par rapport au tombeau d'Eddie, et après celle du Mont Corvo encore une fois, et celle de Goji par rapport à ce continent, le Pangée, qui a été disloqué, qui maintenant doit être réuni. J'ai eu, pour information, une très grande conversation avec Goji. Donc Goji, un gros coucou à toi. Non, je n'ai pas eu de conversation avec le Mont Corvo, voilà, s'il y en a qui se posent des questions. Et voilà, alors pareil, je tiens bien à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, premièrement, n'est pas une vérité. Deuxièmement, est seulement ma vision de la chose. Et c'est une critique qui sera constructive. Voilà, c'est ça. Le but, je veux qu'on soit bien clair là-dessus. Le but n'est pas de bâcher le travail d'autres personnes. Le but n'est pas de dire ha ha ha, ils ont fait de la merde ou quoi que ce soit. Chose qui n'est pas le cas du tout. Leurs théories sont hyper travaillées, et même celle, comme je l'avais dit dans ma critique analyse, celle du Mont Corvo, où il parle pas de Raftel, mais de Marie-Joise, c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant, Marie-Joise, a été construit sur les ruines de Raftel, ou peut-être pas Raftel, si j'ai pas trop compris leur théorie, ou, enfin bref, est construit sur le tombeau d'Eddie. Voilà, c'est ça le truc. Donc la pièce en elle-même serait le tombeau d'Eddie. Donc voilà, c'est là-dessus. Donc bref, je suis en train de m'enliser comme un gros con. Donc on va tout de suite passer au début des
questions. Enfin non, pas des questions, des commentaires. On commence avec Zach D. Shanks. Putain de merde. Déjà, j'aime bien ton début de commentaire. On se rend pas compte, mais on est à un stade très important et très décisif de ce manga de folie. Je pense qu'on va voir dans les prochains chapitres, ce qu'on va voir dans les prochains chapitres vont bouleverser toute l'histoire et changer notre perspective de cette dernière à jamais. Alors, je veux pas m'aventurer dans des théories parce que je sais qu'à la fin, comme toujours, Oda nous surprendra. Mais j'ai comme une question, Doc, et c'est: est-ce qu'on est prêt pour voir la suite? Déjà ce chapitre, moi, je n'en pouvais plus. Plus de 20 ans d'histoire et personnellement, plus de 11 ans maintenant que je savoure ce manga. Maintenant, comment tout dans l'histoire va si vite voir comment tout va si vite maintenant dans l'histoire me procure en même temps un plaisir inouï et un léger sentiment de nostalgie, vu qu'on s'approche petit à petit de la fin. One Piece, c'est la vie. Alors, pourquoi j'ai choisi ton commentaire? Parce que c'est vrai, et encore une fois, c'est quelque chose que je veux marteler. Ça fait 20 ans que One Piece existe, et toi, mais nous sommes encore sur le cul quand nous lisons. Ichiro Oda arrive encore à nous surprendre, et ça me fait plaisir et ça me donne beaucoup d'espoir, parce que s'il arrive à nous surprendre ici, la fin de One Piece, ça sera un truc complètement de fou, et derrière il y a des travaux, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc oui, tu as raison. Est-ce qu'on est prêt pour la suite? Non, je ne pense pas du tout, et je ne veux pas être prêt pour la suite. Je veux m'en prendre plein les yeux, je veux encore bugger. Bon, je veux pas bugger à tous les chapitres, on va pas bugger à tous les chapitres, mais une fois par an, avoir une bonne bouffasse dans la tête en te disant tout ce que t'as pensé c'est de la merde, bah moi j'aime bien. Oui, j'aime qu'on me dise que je fais de la merde, oui, j'adore. Après Dacos85, enfin un mec qui est capable de faire une analyse en disant je ne sais pas, j'ai rien compris, merci Doc. Et ben voilà, ça aussi, ça fait plaisir, mais ça fait tellement plaisir d'avoir des commentaires comme ça. Enfin un mec capable de dire en disant je ne sais pas, j'ai rien compris. Parce que oui, j'ai rien compris. Quand j'ai lu, et même là, au moment où on se fait cette vidéo, c'est un peu plus reposé, c'est un peu plus calme. Donc oui, ça va un petit peu mieux. Mais oui, sur le fait, il y a... Et encore une fois, ça reprend le commentaire que j'ai cité juste avant. C'est garder la beauté. C'est garder la beauté de l'œuvre. C'est comme quand tu lis un roman où dans les dernières pages, tu t'en prends encore plein la tête, tout ce que tu avais imaginé avant ne va pas. Et ce qu'il faut aussi savoir, pour ceux qui ont déjà essayé d'écrire des romans et tout ça, c'est hyper difficile de surprendre le lecteur, parce que quand tu écris, tu as un certain style et tu as un défaut qui est au début d'amener facilement les choses et créer la surprise. Alors quand tu arrives à la créer une fois, c'est bien, mais quand tu l'as créé 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois, franchement très fort. Oui, franchement très fort. Alors vous avez été super nombreux à me le dire, d'ailleurs il y en a même un, j'ai pas réussi à faire un copier-coller de ton gif, donc dommage, mais le mec il avait fait un gif avec justement l'escalier qui monte et qui descend, c'était vraiment pas mal. Donc le nom c'est Fräulein Vol'jin, ça fait penser au docteur enfin au troll dans comment il s'appelle, dans World of Warcraft. Enfin bref, c'est sûr qu'il ne monte pas le personnage. Regardez bien l'orientation des briques. S'il montait, elle serait dans un autre sens, ou alors c'est une architecture vraiment étrange. Merci pour tes vidéos, Doc. See you. Alors là, oui, il y a le truc des briques que je me suis totalement planté, parce qu'on voit bien que les briques vont bien en descendant, et c'est surtout aussi les... Alors il y en a certains qui ont dit que c'était des statues, mais c'est pas des statues, ça a l'air d'être de très grands... Comment ça s'appelle, les trucs avec des bougies qu'on met dans les escaliers pour éclairer? Je me rappelle plus. Des chandelles, merci beaucoup. Voilà, il y a des immenses chandelles, et on voit que les chandelles, par rapport à leur alignement, elles sont en alignement comme ça. C'est-à-dire que si elles avaient été comme ça, enfin bref, et c'est toujours le problème de la perspective, c'est-à-dire que c'est ton cerveau, c'est un truc qui est marrant. Vous dessinez un carré, normalement, en relief, sans faire les ombrages, hein, parce que c'est les ombrages qui donnent l'effet de profondeur et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que vous dites à votre cerveau, et c'est pas des conneries, vous dites, le cube monte, et vous allez voir le cube qui va d'un seul coup, qui va monter un petit peu. Et après vous dites, le cube baisse, et vous allez voir les arêtes qui vont bouger.
c'est un effet d'optique par rapport à ton cerveau, et c'est vraiment génial. Enfin, il y a des mecs qui sont beaucoup plus doués que moi pour expliquer ce qui se passe dans le cerveau et tout ça, mais c'est vraiment, vraiment excellent. Donc, ouais, c'était... Et en plus, moi, ce qui m'a fait en confusion, c'est le manteau de la personne qui monte, de Lady Gaga, qui est en train de monter. J'avais l'impression que le manteau tombait au niveau des marchés. Moi, c'est surtout ça qui m'a focalisé sur le fait que le truc montait. Enfin, voilà. Bon, on passe à la suite. Et maintenant, on va parler de Central Club. Alors, t'as fait énormément de commentaires dans les vidéos. J'ai pris celui-ci parce que je suis pas tellement d'accord avec toi. Ce n'est pas les gens, et je pense que c'est surtout par rapport au poème, ce n'est pas les gens qui demandent des reviews, des critiques ou des théories. C'est vous, les youtubeurs, qui décidez de vous lancer sur YouTube. Faut pas tout mélanger. Alors, déjà oui, c'est nous, les youtubeurs, qui décidons de nous lancer sur YouTube. Et après, c'est comme les mangaka. J'ai vu ça quand j'ai lu Bakuman. Il y a des mangaka qui vont faire des mangas en racontant une histoire que eux ils veulent raconter. Donc ils se moquent totalement du retour des gens. Enfin, si ça les intéresse un petit peu parce que ils font ça pour se raconter une histoire eux-mêmes. Ils font aussi ça pour raconter une histoire, mais ils vont pas prendre l'avis des gens. Ils vont pas répondre aux attentes des gens. Alors que d'autres mangaka, par exemple, vont construire une histoire et après vont être à l'écoute du retour des lecteurs pour orienter leur manga dans une direction que les lecteurs veulent. Et bien, sur YouTube, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'il y a des youtubeurs, dont je fais partie par exemple, qui vont faire avant tout des vidéos pour eux et pour une partie des personnes qui vont regarder. Là, j'explique que quand je fais mes réactions live, c'est vraiment pour une partie des personnes qui aiment bien mes réactions live. Quand je fais mes critiques analyses, c'est vraiment pour une partie des personnes qui regardent mes critiques analyses. Et quand je vais faire des critiques là, je suis en train de me lancer, comme vous pouvez voir ici, je suis en train de trier là les cardas, quand je suis en train de faire des critiques de résine, quand je fais des critiques de figurines, quand je fais de boxing, c'est pour une catégorie. C'est-à-dire que je sais que mes nakamas qui me regardent sont constitués de plusieurs types différents qui aiment plusieurs choses. Et moi, avant tout, c'est prendre un plaisir à faire ces vidéos, comme je suis en train de faire actuellement les réponses aux commentaires. C'est quelque chose que j'adore faire parce que j'adore parler, vous l'avez remarqué. Et ce qui se passe, c'est que il y a d'autres personnes qui, eux, vont plus aller dans ce que leur public demande. Ils vont plus aller dans de la théorie, dans des explications plus poussées, dans un truc comme ça. Et ça se ressent au nombre de vues. C'est-à-dire que moi, je sais malheureusement que quand je vais faire une critique-analyse d'épisode, il va y avoir très peu de vues. Et ça me prend quand même un certain temps de travail derrière. Cependant, je sais que je fais plaisir à une catégorie de Nakama qui se retrouve dedans. Et donc, quand tu regardes mon nombre de vues, j'ai à peu près 100 000, j'ai plus de 100 000 abonnés. Eh bien, vous regardez que mes vidéos, il y en a certains qui font 7 000, il y en a d'autres qui font 10 000, on est dans le 10-20 000 en moyenne. Après, il y en a certaines qui font du 30 000, 40 000, 50 000. C'est parce que là, je joue un petit peu sur l'actualité, comme c'est le cas, par exemple, avec ce chapitre 906. Et il y en a d'autres, eux, ils vont vraiment se concentrer pour contenter une majorité des personnes qui les suivent. Et ça, c'est vraiment aussi très très bien. Et il y a aussi le fait que moi, vu que maintenant c'est mon activité à plein temps, je peux me permettre de faire plein de vidéos. Si j'avais un travail derrière, je devrais mettre de côté les reviews de figurines, je devrais mettre de côté peut-être les critiques d'épisodes et même les cartes ou autre chose, parce que je devrais quand même contenter principalement ceux qui regardent le plus mes vidéos. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Donc quand tu dis que c'est pas les gens qui demandent des reviews, des critiques ou des théories, si, vous êtes réceptif à un certain type de vidéos qui vous font plaisir, et nous, notre but aussi, c'est d'aller vous faire plaisir, de vous apporter, et comme je l'ai dit, et la plupart des youtubeurs le font très bien, le but n'est pas de se faire plaisir principalement à soi, le but, c'est de faire plaisir à d'autres personnes, car c'est en partageant qu'on vit. Voilà, donc c'est la petite chose. Et vu que j'ai trouvé ton commentaire m'a permis d'expliquer cette chose, et voilà, c'est pour ça que je t'ai choisi. Mais il y a une partie de ce que tu dis qui est vrai quand même. Parce qu'au début, nous, quand on est youtubeurs, on se lance pour faire quelque chose. Donc c'est nous qui, au début, voulons faire des théories, voulons faire des critiques, voulons faire des choses.
Donc voilà, alors ça c'était pour le début. Attendez, je regarde juste quelque chose. Hein. Là je suis en pur live. Et maintenant, on va parler du chapitre. Bah oui, parce que j'ai oublié de le dire en intro. Mais là, on était sur la partie tout ce qui était divers. Et maintenant, on va prendre les différentes parties. Alors, ça va être quoi les différentes parties? Ça va être le chapitre globalement, le chapeau, l'explication sur la salle et l'explication sur la théorie du Pangée, le continent. Voilà, le petit truc. Alors non. Alors on commence par Kevin Gistar. Stop. Il faut arrêter de dire que c'est un chapitre incroyable. C'est une fin de chapitre incroyable, bouleversant même. Le reste du chapitre est nullement incroyable. Et oui, tu as raison sur cette chose. Et c'est pour ça. C'est-à-dire que la fin du chapitre a tellement été incroyable qu'il a occulté toutes les informations, tous les éléments qui se sont passés devant. Et ça, c'est pas bien. Et j'ai fait l'erreur. Et quelqu'un me l'a dit. Et la personne qui me l'a dit, c'est la personne qu'on va lire juste après. Alors, cette personne, c'est Joe Hart. Ce qui est dommage dans cette critique, c'est que comme beaucoup, et là c'est bien que tu dises comme beaucoup, parce que... Non, parce que Gonzaro, lui, c'est un pro. Lui, il n'a pas fait notre erreur. Lui, il faut dire aussi qu'il a fait la critique analyse de deux épisodes, de 2 chapitres en même temps. Pareil pour Leroux. Leroux aussi, il n'a pas fait l'erreur. Alors, comme beaucoup, tu te concentres sur le chapeau de fin de chapitre, ce qui est un élément assez important. Mais j'ai l'impression qu'Oda a montré cet élément maintenant pour que l'on passe à côté d'informations qui vont avoir un impact direct sur la rêverie, à savoir un Tenryobito qui va vouloir garder Shirahoshi pour lui. Et oui, parce que le gros porc qui dit « Oh là là, papa, il y a une sirène », c'est celui qui était sur Chabondi et qui avait voulu prendre la sirène Shirley, je crois que c'est... Non, c'est pas... Je sais même plus comment ça s'appelle la sirène. Je suis en train de la chercher, mais c'est même en la cherchant en figurine que je vais me rappeler son nom. Camille. Bah si, tu vois, Camille. Donc voilà. Après tout au début de chapitre, on nous présente les Tenryubito comme les descendants des créateurs du monde. Ils se prennent pour des dieux et il ne serait pas étonnant qu'ils pensent avoir tous les droits concernant les habitants de ce monde. Et oui, c'est parfaitement raison. Et c'est pour ça qu'ils les réduisent en esclavage. Shirahoshi, quant à elle, est comparée à Hancock en termes de beauté. Et au cours de ce chapitre, on passe pas loin d'un premier incident diplomatique. C'est vrai que le fait que il y a des gens qui demandent au mariage puis qu'elle a dit non, il ne m'intéresse pas, c'est quand même un incident diplomatique. Et il y a aussi l'apparition de Sai a aussi son importance parce que je doute qu'il restera sans rien faire sur quelqu'un venant à se prendre à un proche. Ah oui, de Luffy. Ok, j'avais mal compris la phrase. En tout cas, plus que l'armée révolutionnaire, je pense que c'est Shirahoshi qui va être au cœur d'un des premiers conflits de la rêverie. Donc voilà, je reçois encore, et vous imaginez, je reçois encore des commentaires sur la critique analyse. C'est fou. Donc oui, t'as totalement bien montré la chose. En vérité, t'as comme j'ai oublié de le dire aussi, t'as l'intercation qu'il y a eu entre Wapple et Dalton. Il y a aussi Wapple qui s'amuse à faire une vanne à Vivi en disant ouais, au fait, comment va ton père? Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ton père, il a pas l'air d'aller très bien. Donc tu vois que lui, il va poser les problèmes. Il y a Steli, il y a tous les royaumes, il y a Alabasta qui va parler un petit peu des quoi? Des poneglyphes, bien sûr. Donc oui, il y avait des éléments importants que j'ai totalement oublié d'en parler. Donc je vous fais un très gros mea culpa. Je suis un pintade, ça fait longtemps que j'avais pas pris un commentaire et que je t'avais parlé, hein. T'es un tipeur. Ah bah justement, tiens, en parlant des tipeurs, je vous prie de m'excuser, j'ai fait une vidéo depuis samedi, j'ai complètement oublié de la mettre en ligne, donc vous allez bientôt la recevoir. Regardez votre boîte mail ce soir ou dans la journée, normalement il y a une petite surprise qui va vous arriver, vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Donc voilà, ça c'était le petit message. Oui, j'en profite aussi pour faire mes messages. Bientôt je vais en profiter pour faire aussi mon café. Ah bah non, il y a plus de café. Alors, Doc, il va falloir parler des différentes factions au sein du gouvernement mondial. Si le gouvernement mondial voulait faire taire Doffy, il suffirait de l'exécuter. Tu as raison sans avoir raison. Premièrement, si c'était une exécution publique, il aurait peut-être fait un coup comme le Goldie Roger, c'est-à-dire qu'il aurait annoncé la vérité au sujet du trésor national devant tout le monde et ça aurait peut-être foutu la merde. Deuxièmement, l'exécuter en tant que tel peut aller à l'encontre de l'utilité que peut encore avoir Doflamingo. Même s'il est enfermé, s'il est toujours vivant, c'est obligatoirement qu'il y a une utilité au niveau du personnage. Donc c'est aussi pour ça, pour moi, qu'il n'a pas été exécuté.
Or, c'est un assassin qui est envoyé, assassin qui va faire face à Magellan. La chose qu'on a, c'est encore une fois, c'est Doflamingo qui dit qu'il y a un assassin qui va venir. Ce n'est pas le Gorosei qui dit on va envoyer un assassin pour tuer. Donc ce n'est que Doflamingo qui subodore le fait qu'il va être assassiné. Donc ce n'est pas une vérité. Ou c'est là où je veux jouer. Ichiro Oda donne un élément qui n'est pas quelque chose qui va se réaliser. C'est une hypothèse, voilà, c'est exactement ça. À mon avis, il y a dans le gouvernement mondial des gens qui vont contre le conseil des 5 doyens, sûrement le gars qui avait fait assassiner Moria par Doflamingo. Non, Doflamingo avait bien reçu l'ordre du gouvernement mondial d'assassiner Moria. Là par contre, c'est différent. Il serait aussi intéressant de savoir qui sont les citoyens de Marijoa. Ça, tu as parfaitement raison. Sont-ils tous des dragons célestes ou pas? Oui, parce qu'il y a quand même énormément de... On va parler aussi d'un truc qui va peut-être pas faire plaisir. Il y a énormément d'habitations, donc ça veut dire obligatoirement énormément de personnes. Et comme on sait que les Tenryobito... Alors, c'est peut-être des civils qui sont là pour produire des trucs, pour de la nourriture, des habits, etc. aux personnes de Marijoa. C'est peut-être ça. Et comme on voit aussi qu'il y a certaines maisons, parce qu'on voit que le fils là, qui aime bien les sirènes, il est loin du truc, il est peut-être pas dans le château, on ne sait pas encore. Donc oui, il y a peut-être des habitations de dragons célestes, mais il y a aussi beaucoup d'habitations de personnes qui travaillent pour eux. Donc voilà, et il y a peut-être aussi des geôles, tout simplement pour les prisonniers. Bah voilà, hein. Par exemple, le Conseil des 5 n'a pas l'air d'être des dragons célestes. Bah oui, là, t'as parfaitement répondu. Si les rivaux déclenchent la guerre, j'espère que l'on va voir Kong. Oui, ça serait sympa de voir Kong. Donc voilà, je pense que j'ai bien répondu. Allez hop, on va passer au dernier commentaire ou avant-dernier commentaire. On passe à Brahim, l'unique, le personnage mystérieux de la dernière page. C'est la mère de Luffy. Alors oui, vous avez été super nombreux à me dire que cette personne est peut-être la mère de Luffy. Et je vous dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait pas. On ne sait pas, donc oui, c'est possible. Il y en a aussi énormément qui m'ont dit que ça allait peut-être être Vegapunk. Donc je pense, bah voilà, qu'on est à la fin de cette question. Maintenant, on va commencer un tout petit peu à parler des théories. On va commencer par parler du chapeau. Alors, commentaire de Kyub94-140, on sait que Oda a dit... Ah oui, là c'est vraiment sympa, c'est une petite réflexion sur le logo qui est vraiment sympa. On sait qu'Oda a dit dans une interview qu'il y a un secret dans le logo de One Piece. Alors pour moi, le secret qu'il y avait dans le logo de One Piece, c'était tout simplement le logo qui correspondait, enfin le rond avec la tête de mort et les os, pour moi ça correspondait à, le rond correspond justement à la planète, et après les os correspondent à chaque point à un road poneglyphe, et la jonction des deux lignes permet de trouver Raftel. Donc pour moi c'était ça le secret. Alors et en regardant, on voit Luffy qui représente la lettre I avec son chapeau, et dans la lettre O, on voit une tête de mort avec un chapeau de paille, ce qui paraît banal jusqu'ici, mais depuis le chapitre 906, si on compare la tête du chapeau, la tête de mort à l'échelle humaine représentée par Luffy, toujours dans le logo, on se rend compte qu'Oda est beaucoup trop fort et que tout était sous notre nez, ce qui nous a pas empêché de tous nous surprendre avec cette révélation de fin de chapitre. En gros, il est en train de dire que l'histoire des deux chapeaux, si vraiment les deux chapeaux sont importants, on a le chapeau de Luffy et le chapeau plus grand, qui est justement sur la stèle. Parce que moi, je ne pense pas que c'est une sculpture. Le chapeau qui est posé directement sur la stèle. Et en vérité, les deux chapeaux, on les avait dès le début de One Piece dans le titre. Et ça... je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, t'as un petit Mario avec un chapeau de pirate. Commentaire de Poable. Prebble, ouais, on va dire ça comme ça. Salut le doc, comme je l'ai dit dans ta dernière vidéo, Oda nous a trollé. On fait le manga. En fait, le manga nous parle pas des aventures de Luffy, mais du voyage du chapeau de paille à travers le temps et de sa transmission. Comme le chapeau change de propriétaire dans chaque génération, on pourra imaginer qu'il ne se transmet que de dit en dit et perpétue la volonté du dit précédent. D'où le mystère de la volonté du dit, sachant que
que c'est pas n'importe quel dit qui est capable ou digne, d'où les paroles de Barbe Blanche, désolé, à Barbe Noire, à Marineford, le fait de dire c'est pas toi la personne qu'on attend. En conclusion, la fin de One Piece sera sans doute la transmission du chapeau à la nouvelle génération. Quel est ton avis? Alors, ce que j'ai aimé dans ça, c'est de dire que l'histoire de One Piece n'est pas l'histoire de Luffy, mais est l'histoire du chapeau. C'est-à-dire que c'est le chapeau qui devient principal antagoniste de l'histoire. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, le fait qu'ils se transmettent de dit en dit n'est pas vrai. Quoi qu'on ne sait pas le nom de Shanks le Roux, mais ça voudrait dire soit que Shanks le Roux est un dit, ou alors qu'il devait absolument trouver un dit. Et est-ce que quand il connaissait Luffy, est-ce qu'il savait que Luffy était le fils de dragon et le petit-fils de Garp, et de ce fait était un véritable dit? Et si ça se transmet vraiment de génération en génération, le futur porteur du dit, du chapeau, devait être Ace, et non pas Luffy. Parce que y avait des gens qui étaient quand même au courant que Ace était le fils de Goldie Roger, après. Donc voilà la petite chose. En gros, on va en reparler justement du chapeau. Alors, si on va en parler tout de suite, pourquoi je dis que le chapeau est un objet et non pas quelque chose qui a été sculpté? Parce que quand on voit l'alcôve, parce que je disais l'alcôve, j'y mettais deux L, moi je mets toujours plus de trucs qu'il n'en faut, on voit que le chapeau est posé parce qu'il y a une sorte d'ombre, et aussi le fait que la glace qui soit sur le chapeau ne continue pas. Enfin, il y a quand même de la glace au niveau de l'alcool. Ah, putain de truc. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a la glace sur le chapeau. Et le trait de la glace du chapeau ne continue pas à l'identique sur la pierre. Donc, on voit que l'un n'est pas solidaire de l'autre. C'est du graphique. C'est du graphique. On va passer maintenant au lieu. Alors, déjà, une question. Pourquoi congeler des trésors, ça colle pas? Alors, ceci est parfaitement logique. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se basent beaucoup de choses que j'ai eu dans les commentaires. C'est-à-dire que vu que c'est quelque chose de froid, c'est pour conserver quelque chose de vivant ou conserver quelque chose de mort pour qu'il ne se détériore pas. C'est ça la chose. D'où l'idée, justement, que ce soit le tombeau du premier dit qui serait justement Joe Boy. Alors, pourquoi congeler des trésors, ça ne colle pas? Le fait que ça soit congelé, pour moi, c'est un style graphique, c'est un style pour montrer que cet endroit est vieux et que cet endroit conserve quelque chose d'important au point où on a choisi de baisser la température pour ne pas qu'elle se détériore. Parce que même si c'est une chose inerte, il peut quand même y avoir des animaux qui vont bouffer le truc. Donc le fait de congeler ici vient préserver l'objet d'attaque extérieure. C'est une sorte de chambre froide de conservation. Mais pas obligatoirement de conservation de quelque chose de vivant ou de mort. Alors, je ne l'ai pas dit, le commentaire de tout à l'heure était le commentaire de Milly. Maintenant, on va faire le commentaire de A. Le thème de la dernière page me fait beaucoup penser à une morgue avec le froid qui serait pour conserver des corps. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été super nombreux à me le dire. De plus, lorsque le doc a parlé d'escaliers qui montent, il fait référence à la pyramide de Khéops, ce qui m'a fait tilter. En effet, le lieu présenté dans la dernière page, en croisant les informations, pourrait être une sorte de vallée des rois, vallée en Égypte qui abrite les dépouilles de certains pharaons. Je pense donc que ce lieu n'est pas utilisé par les Tenryubito pour entreposer des artefacts, mais plutôt des dépouilles ou reliques, parties de corps des grands du monde de One Piece qui ont marqué l'histoire. Je pense donc au trésor, je pense donc aussi que le trésor n'est pas le chapeau à proprement parler, mais le corps qu'il y aurait dessous. Donc vous parlez du postulat que les alcôves
sont des tombeaux avec des corps à l'intérieur. C'est exactement ce qui a été repris par rapport à la théorie du Mont Corvo. Ce serait donc une tombe qui aurait comme ornement le chapeau qui aurait appartenu aux défunts, comme sur la tombe de Barbe Blanche et de Ace, qui ont respectivement le manteau et le chapeau de Barbe Blanche et de Ace. Maintenant, je n'ai aucune idée de qui serait le défunt actuellement. Le seul personnage qui est mort et qui possédait un chapeau de paille est Roger, mais je ne vois pas pourquoi le gouvernement mondial voudrait entreposer son corps, peut-être pour éviter un culte de Roger, ce qui irait à la rigueur avec cet âge d'or de la piraterie. Voilà, c'est ma théorie sur la dernière page du chapitre 906. J'aimerais que tu me dises si elle est plausible et si des informations sont données qui infirment ma théorie. J'ai pris du temps pour l'écrire, j'espère que tu liras le doc. Et oui, je lis tout le temps tous les gros textes que vous m'avez filés. Et encore une fois, le commentaire, vous avez été beaucoup à m'écrire une sorte de commentaire assez semblable. La chose que je pense, c'est que si les lieux étaient des tombeaux, et si ces tombeaux avaient été gravés justement par le clan Kusuki, qui permettrait justement de faire une pierre absolument indestructible et laisser ainsi le cadeau, enfin aux générations futures, la représentation des personnes qui ont marqué l'histoire et qui étaient des dits, ça voudrait dire que chaque stèle aurait aussi un chapeau. Parce que si il y a un autre point autre que le chapeau qui était caractéristique de la personne, ça voudrait dire que les personnes qui ont gravé les stèles ont obligatoirement eu une vision dans le futur. Après, on voit aussi dans leur théorie qu'ils ont pris un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'an 0 qui ont pris en point chronologique 0 la première tombe du dit, qui est entre guillemets de Joy Boy avec le chapeau qu'on voit dessus, et après ils en ont fait un par siècle. Or, des dits, il y en a eu un de plus par siècle. On va prendre le siècle qui est présent, c'est-à-dire que Goldie Roger est mort en l'an 1500 si vous prenez la chronologie. Donc, il est enterré là. C'est-à-dire qu'on est à 700 ans après le siècle oublié, donc au niveau de la 7e stèle, ça va bien. Sauf que si Luffy meurt, et qu'on imagine qu'il n'arrive pas à destituer les Tenryubito, ça voudrait dire que dans le même siècle, il y a un deuxième dit qui est mort. Parce que là, on est dans l'année 22, imaginons qu'il crève d'ici 10 ans, il va crever en 32. Donc, ils vont transmettre le chapeau de paille à quelqu'un d'autre après, pour perpétuer la volonté. Donc, le mec, il va peut-être crever aussi dans le même siècle. C'est-à-dire que si tous les dits sont morts, ça voudrait dire que dans une alcôve qui représente un siècle, il y a plusieurs morts dedans. Si on suit la logique. Et en plus, tel que eux, ils présentent, on voit que l'alcôve, elle n'est pas centrale, mais il y en a avant qui sont éteintes et il y en a après qui sont éteintes. Et eux, ils ont parti du postulat que celle-là est 0 et après, on va mettre l'an 100 ici, l'an 200 par là, enfin, normalement, quand tu prépares quelque chose pendant le siècle oublié, si tu te projettes sur le futur, ils avaient pas, c'est-à-dire que est-ce qu'il y avait une prophétie qui aurait dit dans 700 ans, il y aura la destitution du gouvernement mondial. Et à partir de là, on fait 7 alcôves. Je sais pas si il n'y a pas de logique temporelle dans le truc. C'est-à-dire que ils ont foutu l'an 0 ici, le 100 ici, le 200 ici, le 300 ici. Il y a aucune logique. Et ça voudrait dire que les Tenryubito, à chaque fois où le gouvernement mondial a été prendre le mec pour l'enfermer dans le truc, pour cacher la personne. Ça n'a pas de logique. C'est pas comme ça que tu caches les informations. Quand tu caches les informations, tu les caches à la base pour que après la lignée des dits soit morte. Et s'il y en a un qui apparaît avec un chapeau ou quoi que ce soit, on va tout de suite le tuer parce que ce mec-là peut être un danger.
Vu ce qu'a fait Goldie Roger avant, il aurait dû être tué bien plus tôt. Et imaginez qu'il ait eu ça d'une personne qui a foutu le même bordel avant. Les Tenryubito, ils sont pas cons de dire oui non mais à chaque fois, non mais celui-là avec le chapeau de paille ça va aller, il va être gentil, il va pas faire de mal. Ah si non quand même, il a quand même failli être seigneur des pirates. Hein. Enfin, vous voyez le truc. C'est-à-dire que chaque année, chaque siècle, ils sont obligés d'aller récupérer les cadavres pour aller les enterrer dans le mausolée. Et en plus, ce qui est dangereux, c'est que là, ils laissent une trace de l'existence des autres. Normalement, non. Tu condamnes, tu fais autre chose, mais tu fais pas ça. Enfin, ou tu le fais pas comme ça. Enfin, voilà. C'était le truc qui me dit... Alors, tu me diras, ah, mais toi, avec ta grande gueule, tu penses quoi? Eh ben, ça, c'est une bonne raison. Déjà, je l'ai expliqué dans la critique analyse, mais on va le réexpliquer ici. Commentaire de Alexandre Avocat, et d'ailleurs c'est mon avocat, c'est pour ça qu'il a laissé ce commentaire, je lui ai demandé comme ça, il me permet de pouvoir justifier mon idée sur quelque chose. Mais à ton avis, quel est le trésor national de Dressrosa? Le CP0 voudrait récupérer le poneglyphe qu'on a vu dans le mausolée d'Alabasta, qui s'est effondré suite au combat entre Luffy et Crocodile. Là, tu touches deux choses qui sont très importantes. Premièrement, les trésors nationaux. Oups, petit rototo. Et deuxièmement, les poneglyphes. Les poneglyphes sont indestructibles. Mais elles sont déplaçables. Parce que même si la matière du poneglyphe est indestructible, il y a un moment, le sol, lui, il va être destructible. Il va être que de la pierre. Et comme beaucoup de personnes sont au courant des poneglyphes où elles sont, le gouvernement mondial, depuis plusieurs siècles, aurait pu un à un les prendre. Et tous les poneglyphes, enfin la plupart des poneglyphes, certaines s'assemblent pour former le Rio Poneglyph qui commente l'histoire. Vu que Ohara avait déjà eu vent de cette histoire, c'est parce qu'ils ont eu les données quelque part. Donc le gouvernement mondial, normalement, si c'était hyper dangereux, si il devait absolument cacher l'existence des dits, normalement là où il y avait les stèles des personnes dites qui ont marqué le monde, ils auraient dû mettre aussi en même endroit les poneglyphes. Comme ça, ils étaient sûrs qu'il viendrait à personne l'idée de découvrir Raftel pour connaître le véritable secret. C'est-à-dire que ce mausolée qui est hyper grand, bah, oui, alors là, ce que je dis, oui, c'est logique, parce que là, j'en pense juste un truc. Les poneglyphes que possède Big Mom, elles ont bien été déplacées. Celle qu'a découvert Jinbei dans l'océan, enfin bref, elles sont déplaçables. Donc, vous n'allez pas me dire que en 700 ans, il n'y a pas un des Tenryubito qui a percuté Maurice en se disant « Wow, les poneglyphes, ça peut foutre la merde, ça serait peut-être sympa qu'on en pique quelques-uns. » Non, parce qu'on se fait déjà chier à enterrer les morts, on peut peut-être en même temps mettre des petits trucs à côté, ça ferait sympa. En plus, il y a de la place, puis il fait froid. On est peinard. Donc voilà, encore une fois, c'est la chose. Alors après, l'autre chose, oui, c'est un peu ironique. Je l'avoue, c'est un petit peu ironique. Je m'étais promis de pas le faire, mais je suis taquin. Après, l'autre chose, c'est le trésor national de Dressrosa. On ne sait pas. Cependant, on sait qu'il y avait un trésor national des Tenryubito, des hommes poissons, et Steli l'a pris pour le donner au gouvernement mondial. Sûrement pour le mettre au niveau de la stèle. Moi, personnellement, je pense que cet endroit est un endroit où sont les trésors nationaux, parce que ils aiment bien collectionner les trucs, ils aiment bien, je sais pas, mais moi je vois ça comme une sorte de grand truc. Et il y a un autre truc aussi qui est pas mal, c'est qu'il y a un autre trésor national qu'on a appris, celui de Wano Kuni, qui est l'un des sabres de Zoro. Donc, on savait pas où il était. C'était Ryuma qui l'avait. Donc, à partir de là, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de se dire que le gouvernement mondial n'avait pas pu prendre, il y a plusieurs centaines d'années, le trésor national de Wano Kuni, parce que c'est un peuple guerrier et il ne voulait pas trop se faire massacrer la gueule contre eux et les laisser justement dans cette autarcie. Et là, vu que Zoro, ça peut être une optique de se dire « Ah bah tiens, là maintenant on peut lui piquer le trésor national ». Et d'ailleurs, Zoro n'était même pas au courant que c'était un trésor national, c'est seulement que un habitant, qui est Kinemon, qui a dit « Oh putain, c'est le trésor national ». Donc peut-être que les autres ne sont pas au courant, mais le jour où on le saura, peut-être que là, on a un petit point de danger pour Zoro. Mais moi je pense personnellement que Zoro va redonner le trésor national à Wano Kuni une fois que ce sera fini, et après il aura une nouvelle arme avec un katana qui fait du feu. Ça, c'est Usopp.
J'ai le téléphone de Sop, c'est Sop qui me l'a dit. Donc voilà, donc non, moi personnellement, cette pièce que je vois est pour moi un endroit où sont conservés les trésors nationaux et ce chapeau de paille, même si j'y crois pas trop, et quand même, parce que je pense que le trésor national c'est autre chose, parce que Doflamingo nous avait dit qu'il fallait la vie éternelle pour pouvoir utiliser le chapeau de paille. Alors voilà, c'est le seul truc. Alors maintenant, pareil, comme je l'ai entendu, le chapeau de Goldie Roger était tombé malade. Est-ce qu'il était tombé malade suite au chapeau de paille? Mais non, ça serait pas logique. Il y a des trucs, il y a trop d'idées, il y a trop d'idées. Bon, on va passer à quoi maintenant? Bah on va passer au truc vachement important, le gros continent. On va passer maintenant à la grosse théorie, le Pangée. Alors ça c'est par rapport au palais qui a été nommé justement, comme ça il a été nommé Pangéas. Et ça fait référence justement au continent le Pangée. Et ça, c'était le sort, on pourrait dire, entre guillemets, le continent originel. C'était avant, justement, que tout ne se sépare par la tectonique des plaques et devienne la Terre telle qu'on la connaît actuellement. Et d'ailleurs, la tectonique des plaques continue toujours. C'est de là où on a les tremblements de terre aussi, les volcans. Il faut savoir d'ailleurs que dans plusieurs milliers d'années, la mer Méditerranée n'existera plus parce que le continent africain se rapproche du continent européen. Et il faut savoir aussi que, par exemple, au niveau de Madagascar, enfin, une partie du continent africain, pareil, va se détacher pour partir. On a aussi la faille de Sant Andreas qui fait qui est la seule plaque tectonique qui est non pas en séparation ou en confrontation, mais qui est en glissement. À un moment, tout ça va justement se séparer, ça va continuer à glisser. Mais les mouvements tectoniques, c'est quelque chose c'est quelques millimètres à quelques centimètres quand ça bouge beaucoup par an. Donc déjà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est quelque chose qui se passe sur des milliers, voire même des millions d'années. Donc là, je suis déjà en train de partir dans le truc. Donc, on va commencer par la théorie, enfin par le commentaire, excusez-moi, de Renaud Deuze. Oui, qui m'a laissé d'ailleurs beaucoup de commentaires. Et là, le doc, c'est encore moi. Il faut que tu vois ce que je t'écris. Je voudrais te faire part d'une information. Je ne sais pas si tu l'as vu ou quoi, mais peu de gens l'ont remarqué. Mais sache que si tu crois à la théorie de One Piece serait de faire péter Redline pour créer une seule mer, un seul continent. Nous avons un indice de plus qui nous le prouve. Et ça, justement, vois-tu, le domaine, enfin, le palais Tenryubito s'appelle Pangea. Chez Pangea ou Pangea, je ne sais plus, sais-tu qu'autrefois, sur notre planète, il n'existait qu'un seul continent qui se nommait la Pangée, et sous le nom de Pangea, justement. Alors, oui, ça... D'ailleurs, ça m'avait interpellé pendant la réaction là, mais j'ai oublié de le dire. Je suis un gros fan de tout ce qui est comme tout gamin, des dinosaures. Donc voilà, donc il y avait tout ça. Et oui, je suis l'un des fervents partisans. D'ailleurs, j'en avais parlé tout à l'heure. Il y a 3 ans. Il me semble bien que c'était il y a 3 ans, j'avais fait une théorie justement sur la destruction de Marijoa, qui permettrait un trou au niveau de Redline, qui se trouve justement juste en dessous de l'île des hommes poissons. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'a été fait le Noah. Au début, c'est pour la destruction à ce niveau-là, pour créer justement ce rassemblement de toutes les mers qui formerait le One Piece. Mais on est bien sur le One Piece. On est bien sur le One Piece. Ce qui se passe, c'est que le rassemblement en une seule terre et un seul continent est absolument impossible. Pourquoi ? Parce que tu as Redline. Déjà, Redline, c'est un morceau qui fait la totalité de l'île, et ça, c'est indéplaçable. On ne peut pas. Même déplacer des îles, c'est impossible, parce que les îles en tant que telles ne se déplacent pas au niveau des continents. C'est une île et seulement qu'un affleurement au niveau de la surface d'une construction rocheuse qui a un fondement au niveau de la planète. C'est ça. C'est-à-dire que l'Europe, le continent américain, n'est seulement que la partie visible d'un truc qui est hyper profond. Les planètes, c'est pas des trucs qui flottent et qui bougent au gré des courants, au gré des océans. Donc pour moi, c'est ça qui vient déjà mettre à mal la théorie qu'il pourrait y avoir qu'un seul et même continent qui est à la base. C'est-à-dire que s'il y a eu un déplacement de matière, c'est quelque chose qui s'est fait par une tectonique des plaques et qui s'est fait qu'au fur et à mesure du temps.
Donc voilà, donc après il marque, ce n'est vraiment pas une coïncidence, faire péter Redline, donc ce palais Pangea, afin de faire le One Piece, un continent qui rappelle fortement la Pangée du monde. C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que créer un seul océan, l'océan qui deviendrait le One Piece, ça c'est logique, et en plus on sait que la planète est constituée à 90%, voire même plus d'eau, donc, et il y a un rêve qui est derrière, il y a le rêve d'All Blue. Donc voilà, il n'y a pas de rêve au niveau de la Pangée ou autre chose. Je trouve ça qu'Oda y est pensé. Et en un sens, là, on est en train de dire... C'est ça qui me fait halluciner, c'est-à-dire que je trouve ça formidable qu'Oda y ait pensé. Là, vous êtes en train de dire que c'est vraiment ce qu'a dans la tête Oda. Et non, ce n'est qu'une théorie. Et on revient sur le fait que les personnes qui ont mis tellement comme cœur. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu crées une théorie, souvent, t'as plein d'idées qui sont dans ta tête et ils se mettent entre elles, ils s'assemblent et on est emporté par un élan de joie de la création de quelque chose. Et on a envie de le montrer aux autres. C'est totalement... C'est humain. Il n'y a pas autre chose. Mais les personnes qui mettent... Certaines personnes sont tellement enthousiasmés par leur découverte que dans leurs propos, on n'est plus dans la chose suggérée, on n'est plus dans l'hypothèse, on est directement dans le fait que c'est ce qu'Oda a pensé. C'est-à-dire que ce qu'ils émettent comme théorie, dans leur bouche, devient la véritable action qui sera. Et c'est ce qu'a réellement pensé de toi, et c'est ce qu'il va y avoir réellement. Et là, et ça, je l'ai retrouvé, mais énormément dans beaucoup de commentaires. C'est dingue ce qu'Ichiro Oda a fait, ce qu'il pense. Non, faut remettre les choses dans le contexte. Et je sais que à une époque, quand moi je faisais les théories, j'avais aussi cet élan, et des fois on me disait non, le doc, calme-toi, c'est seulement ta vision des choses, donc essaye de relativiser un petit peu tes propos. Et d'ailleurs, c'est une grande... et pour ça, je ne peux que l'applaudir. Regardez la vidéo de Goji. Goji met bien en garde ça, que des fois, on se laisse un petit peu trop emporter par les événements. Donc voilà, si tu peux, si ça peut t'informer, en espérant passer dans ta vidéo, bah voilà, ça y est, tu passes, pour que les gens voient un peu cette information que je trouve d'une très grande importance. Donc voilà, donc là, on a fait le truc. Après, on arrive sur une autre théorie qui va aller un petit peu dans ce sens. Donc là, j'ai bonjour, c'est Sofiane Faïd, bonjour le doc, je te remercie pour la qualité de tes vidéos que tu mets. Ensuite, je voulais avec toi une théorie que je trouve intéressante et bien tissée, qui parle du Pangea, le centre du monde de One Piece, et il se base sur des éléments pertinents à mon niveau de compréhension de One Piece en tout cas. Et donc tu vois déjà la personne déjà relativise, et c'est vraiment génial ce qu'elle fait. C'est-à-dire elle se base sur des éléments pertinents à mon niveau de compréhension de One Piece. Ça déjà, je trouve ce recul dans les propos est vraiment excellent. En tout cas, je te mets le lien ici, ci-dessous, et j'espère que tu vas aimer. Ciao le doc, encore merci. Donc là, on a un lien, et le lien qui m'est envoyé, quand je l'ai regardé, c'est exactement c'est la base qui a servi de construction pour la théorie de Goji et pour la théorie du Mont Corvo. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles s'assemblent autant, qu'elles se ressemblent autant. Sur le fait. Et après, on arrive sur Akiléo. Bonjour à tous, je commande peu car je suis plutôt passif sur les réseaux sociaux en général, mais ce scan m'a retourné le cerveau comme jamais. Et d'ailleurs, ça s'est énormément ressenti au nombre de commentaires et aussi au nombre de vues. On le ressent dans les chapitres. Quand les chapitres sont vraiment étonnants, je vois ça, il y a un engouement qui se fait, qui est vraiment... On voyait à un moment au niveau de Toadland, il y avait un certain calme, et on le voyait au niveau des chutes du nombre de vues, même du nombre de commentaires, d'interactions. Et là, on voit qu'en ce moment, là, depuis la fin de Toadland, One Piece, c'est le même bonheur qu'il y a eu un moment pour certains au niveau de Dragon Ball Super. C'est une vraie effervescence, et pour ça, c'est magnifique. Alors, tout d'abord, bravo le doc pour cette intro, merci, c'est cool de sortir de ta zone de confort, c'est jamais facile. Pour ma part, le nom du château me semble être un indice important dont personne n'a parlé, ou peu, ou alors, je ne l'avais pas vu, désolé, en effet, le château s'appelle Pangea Castle. Or, la Pangée est un supercontinent qui existait il y a 300 millions d'années. 300 millions d'années.
Et si je me réfère à ce que j'avais vu au niveau de Wikipédia, ça a presque mis 100 millions d'années à vraiment s'extraire. D'ailleurs, je vais vous reprendre un petit élément qui est pour moi, qui était vraiment bien. C'est-à-dire que là, voilà, on parle de la dislocation, parce que c'est pareil, quand on fait une théorie, on essaye de se baser sur des éléments concrets, donc toujours pareil, le petit Wikia One Piece qui aide beaucoup, et après tout simplement Wikipédia. La Pangée commence à se fracturer à la fin du Permien. Donc après, on revient où est cette période. Donc le Permien est un système géologique qui s'étend de moins 288 millions d'années à 252 millions d'années. Donc on voit déjà que d'un point de vue temporalité, hein, c'est en millions d'années. L'humain n'a même pas 1 million d'années d'existence. L'existence de l'humain, c'est presque rien. Quand on relativise un petit peu les choses, on s'aperçoit que on est presque rien. Et ce qui est pas mal là-dessus, c'est que... attends. Oui, voilà, c'est ça. Le système permien se termine vers moins 250 millions d'années, par la plus grande extinction d'espèces connues, couramment nommée crise du Permien-Trias. Et les estimations scientifiques disent qu'il y a 75% d'espèces terrestres qui ont disparu et 96% d'espèces maritimes. Et si on imagine, on va aussi reprendre quelque chose qui a été dit, ouais, on va partir vraiment dans l'histoire là. L'extinction des dinosaures qui, elle, a eu lieu, si mes souvenirs sont bons, il y a 65 millions d'années, a été causée, on le pense, hein, c'est pas une certitude, par l'écrasement d'un météorite de de 1,5 ou 2 km de diamètre, je sais plus trop. Et d'ailleurs, c'est ce qui aurait formé le golfe du Mexique. On en trouverait la trace justement là-bas. L'écrasement d'un météorite comme ça a créé l'extinction des dinosaures. C'est parce que l'explosion était telle que ça a foutu un climat vraiment immense. Maintenant, on va reprendre un petit peu la théorie qu'il y avait justement qu'ont fait le Mont Corvo et aussi Gaugy, en disant que il y a 800 ans, durant la guerre, je dis peut-être des conneries si j'ai mal interprété, hein, vous me le direz dans les commentaires, qu'il y a eu la séparation du continent et qui a créé la multitude d'îles qu'il y a un petit peu partout. Il y a 800 ans, un cataclysme comme ça, qui permet de foutre des îles à l'autre bout de la planète, même si la planète est, imaginons, moins grosse que notre Terre, comment voulez-vous que les humains puissent toujours vivre? Donc voilà, je ne sais pas. Et l'autre chose, parce que là, la Pangée est un supercontinent qu'il y a 300 millions d'années et qui rassemblait presque tous les continents qu'on connaît aujourd'hui, avant la tectonique des places ne fasse son boulot. Du coup, si ce supercontinent existait dans ce monde de One Piece et que ses caractéristiques collaient à celles de Wikipédia, cela expliquerait pas mal de choses. L'existence d'un supercontinent qu'encerclerait ce supercontinent qui serait All Blue, le taux d'oxygène qui favorisait l'apparition d'espèces géantes, donc ça c'est comme ça qu'il explique le chapeau géant et qu'il explique la race des géants. La dislocation de ce supercontinent est accompagnée de la plus grande extraction de masse de tous les temps, 90% des espèces. Cela pourrait nous conduire au siècle oublié où des choses à creuser sur ce continent. C'est impossible, il y aurait eu trop de morts. Et il faut savoir au préalable que si il y avait eu une explosion telle, c'est-à-dire, regardez ce qui s'est passé au niveau de Punk Hazard, rien que le combat de deux amiraux ont changé le climat et ont changé l'apparence. Et il n'y avait plus rien qui vivait dessus. Bon, déjà avant, parce que il y avait le poison, mais tu vois bien qu'au niveau du décor, c'est quand même hyper désastreux. Et ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y avait eu une explosion qui avait été faite, l'arme pour détruire les îles, qui est l'une des super armes, des armes antiques, s'ils avaient détruit le continent global, ça aurait été une catastrophe. Et là, on vient aussi de toucher quelque chose qui montre que cette théorie n'a pas sa place, c'est tout simplement la chronologie. Nous savons que Alabasta a été créé il y a plus de 4000 ans. Comment voulez-vous que le château s'en sorte indemne
d'un truc comme ça. Alors certains pourraient dire oui, mais il a été réparé ou un truc comme ça. Il y a aussi le fait que on est les arbres, l'arbre d'Adam, l'arbre de Ève, aussi l'arbre de la connaissance, dont je ne me rappelle plus le nom, qui lui a été, je crois, qu'il a été planté il y a plus de 5000 ans. S'il avait été planté sur le continent unique, au moment où ça se serait brisé, cet arbre n'aurait pas pu survivre. L'arbre d'Adam peut survivre parce que, comme on dit, il a survécu à des millions de guerres. Mais le reste ne colle pas. Il y a plein de choses. La place de la place de Chandoria, il y a tout plein, parce qu'on sait que le continent, la cité d'or était là, puis après qu'elle est montée, mais on sait qu'elle était vieille de plus de, je sais plus, je sais pas si c'est 3000 ans, ou je me rappelle plus, je fais sa tête au niveau de la chronologie, ça veut dire qu'elle était créée sur Terre, et après qu'elle est montée au ciel. Donc ça veut dire qu'elle était présente avant le siècle oublié. Il y a le fait aussi qu'on dise que Oz, on l'appelait le mec qui déplaçait les continents, le fait qu'on dise aussi tiens il avait une croix sur son ventre, la croix qui ressemble à celle dans l'alcool, c'est prendre des éléments à droite à gauche pour essayer de justifier. Usopp il avait aussi une croix, Chopper il avait aussi une croix, comment il s'appelle, Moria il a aussi une croix ici, la croix était symbolique justement de l'ambiance mort-vivant de l'arc Thriller-Back. C'était une identité graphique de la chose. C'est pas pour ça que, obligatoirement, c'était juste pour ça, encore une fois, pour dire que la théorie me semble pas plausible pour ça, mais encore une fois, je peux totalement me planter, parce que tout ce qui est la physique de notre monde n'est peut-être pas applicable dans le monde de One Piece. Donc voilà, donc oui, peut-être qu'il y a une possibilité qu'il y ait un continent, peut-être que tout ça, c'est aussi pour ça que ça explique les différences météorologiques qu'il y a entre les différentes choses. On attend la suite, on attend la fin, et peut-être qu'on se reverra dans 5-6 ans se disant bah oui, tout compte fait. Tout comme la vidéo que je vais faire, où quand j'avais dit que le mec qui avait la suite de One Piece, avait dit des grosses conneries, alors que certaines choses qu'il a dit étaient vraies. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que pareil, si on nous avait dit au tout début de l'arc Toadland que les Vinsmoke deviendraient les alliés des Mugiwara, j'aurais pris le mec pour un idiot, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc voilà, donc en un sens c'est bien qu'il y ait ces vidéos, parce que ces vidéos laissent des traces. Et après, comme ça, plus tard, on verra qui avait raison. Donc voilà. Bref, il y a encore plein de choses à faire, moi, de mon côté. Donc, on va arrêter ici la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Toujours pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à défendre les théories et expliquer, vous, ce que vous en pensez. One Piece, c'est surtout un partage. Et surtout, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.